Paris à la fin du mois de juin. L'année scolaire est terminée et nous venons de rendre nos livres et nos cahiers. Les valises sont bouclées et comme tous les ans, nous allons passer les grandes vacances au Bossé, un joli village du Nord Vaucluse. C'est là qu'habitaient mes grands-parents, dans un mas qui appartenait à la famille depuis des lustres. Le soir, après souper, je descendais dans la grande cuisine provençale. Là, il y avait mon grand-père, avec son regard de lumière, qui sentait bon le tabac gris. Alors, je m'asseyais en face de lui et je l'écoutais me raconter les histoires d'un pays. Il me parlait de Roustide, du berger, de Mireille et de la légende des santons au cœur de cire. Il se plaisait à évoquer les souvenirs indélébiles que les sorgues charrissent éternels sur leurs berges centenaires. Mon grand-père appartenait à ce genre d'homme qui vous donne l'impression d'avoir traversé l'existence comme une rose sur laquelle le temps n'aurait pas eu de prise. Il avait des grands yeux rieurs et une voix magnifique. Je l'écoutais et je n'en perdais pas un mot. Mais de toutes ces histoires, celle que je préférais, c'était les lettres de mon moulin. Et surtout, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Monsieur Seguin, il n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un matin, elles cassaient leurs cordes et elles s'en allaient dans la montagne. Et là-haut, le loup les mangeait. Alors rien ne les retenait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes qui voulaient à tout prix le grand air et la liberté. Alors monsieur Seguin, il était consterné. Il se disait, ouais, c'est fini, j'en garderai aucune, les chèvres s'ennuient chez moi. Cependant, il se découragea pas. Et après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une 7e. Seulement là, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habitue mieux à demeurer chez lui. Et tu sais qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie, avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs luisants, ses cornes zébrées et son long poil blanc qui lui faisait comme une houppe hollande. Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre. Alors Monsieur Seguin était ravi. Il se disait, enfin, en voilà une qui s'ennuiera pas chez moi. Et oui, mais Monsieur Seguin se trompait. La chèvre s'ennuyait. Un jour, elle se dit, en regardant la colline, « Oh, comment on doit être bien là-haut! Mais quel bonheur de gambader dans la montagne sans cette maudite corde qui vous écorche le cou! C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un clos. Mais les chèvres, il leur faut du large. » Alors, à partir de ce jour, l'ennui lui vint, elle maigrit, son lait se fit rare. Alors Monsieur Seguin, lui, il s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Alors un jour, comme il achevait de la traire, voilà que la chèvre se retourne vers lui et lui dit, « Écoutez, Monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. » De quoi, dit Monsieur Seguin? Et du coup, il laissa tomber son écuelle dans l'herbe et tout le lait se répandit par terre. Et puis il s'assit à côté de la chèvre. Il lui dit, mais comme Blanquette, mais tu veux donc me quitter? Et... Oui, Monsieur Seguin, dit la chèvre. Non mais attends, Monsieur Seguin, attends. Mais est-ce que l'herbe te manque ici? Oh, non, Monsieur Seguin, dit la chèvre. Mais, ah, j'ai compris. Tu es attaché de trop court, tu veux que j'allonge ta corde. Ouh, c'est pas la peine, Monsieur Seguin, c'est pas la peine. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux aller dans la montagne, Monsieur Seguin. Dans la montagne?
Mais malheureuse, mais tu sais pas que dans la montagne, il y a le loup. Et qu'est-ce que tu feras quand il viendra, le loup? J'y donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. Des coups de corne? Mais le loup se moque bien de tes cornes. Tu sais, il m'a mangé des biques autrement encornées que toi. Tiens, la vieille Renaude qui était ici l'année dernière, une méchante chèvre, forte, méchante, comme un bouc, eh bien, elle s'est battue toute la nuit contre le loup. Et puis au matin, le loup l'a mangée. Oh, mon cher, pauvre Renaude. Mais ça fait rien, monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Oh, bonté divine, dit monsieur Seguin. Mais qu'est-ce qu'on leur fait à mes chèvres? Encore une que le loup va me manger. Eh bien non, non. Je vais te sauver malgré toi, coquine, et de peur que tu ne casses ta corde. Je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. Or là-dessus, monsieur Seguin, il emporte sa chèvre dans une étable toute noire dont il prit soin de fermer la porte à double tour. Mais, en partant, monsieur Seguin avait oublié la fenêtre. Et à peine eut-il le dos tourné, hop, voilà la petite qui s'en va. Ah, quand elle arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçue comme une petite reine. Ah, les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Et les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'ils pouvaient. En bas dans la plaine, les champs étaient noyés de brume. Et de la maison de M. Seguin, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Blanquette entendit les sonnettes d'un troupeau qui rentrait à la bergerie. Oh, elle fut toute triste. Et puis, un gros oiseau qui regagnait son nid l'effleura de son aile au passage. Elle tressaillit. Au même moment, un hurlement retentit dans la montagne. C'était le loup. Et oui, de toute la journée, la folle. Et il n'y avait pas pensé au loup. Ouh, faisait le loup. Au même moment, elle entendit un son de trompe. C'était Monsieur Seguin qui tentait un dernier effort pour faire revenir sa chèvre. Alors, c'est vrai, il faut le dire, un moment, Blanquette fut tentée de revenir. Mais elle se rappela le pieu, la corde, la haie du clos. Elle se dit que non, non, elle ne pourrait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. Alors, elle entendit derrière elle un bruit de feuilles froissées. Elle se retourna et elle vit dans l'ombre 2 yeux qui reluisaient et 2 oreilles toutes droites. C'était le loup. Il était là, immobile, immense, assis sur son train de derrière, et il regardait la petite chèvre. Et il la dévorait par avance. Oh, comme de toute façon il savait qu'il la mangerait, il ne se pressait pas. Mais quand elle se retourna, il y eut un rire méchant. La petite chèvre de Monsieur Seguin. Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire, tu sais, de la vieille Renaude qui s'était battue toute la nuit pour être mangée au matin, elle se dit que peut-être il vaudrait mieux se laisser manger tout de suite, que ce serait plus vite fini. Mais non, vite, elle se reprit comme une brave chèvre de Monsieur Seguin qu'elle était, la tête basse, la corne en avant. Oh, non pas qu'elle eût espoir de tuer le loup. Tu sais bien que les chèvres ne tuent pas le loup. Non, simplement pour voir si elle tiendrait aussi longtemps que la Renaude. Alors, le monstre s'avança et les petites cornes entrèrent en danse.
Mais tu sais que elle était vaillante, la petite chèvre de Monsieur Seguin, et plus de 10 fois, je mens pas, hein, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Et alors, dans ses courtes trêves, vite, elle cueillait un brin de sa chère herbe et la bouche pleine, elle retournait au combat. Ça dura toute la nuit. De temps en temps, elle levait la tête vers le ciel constellé d'étoiles et elle se disait « Oh, pourvu que j'arrive à tenir jusqu'à l'aube, pourvu que j'arrive à tenir jusqu'à l'aube. » Et alors elle redoublait de coups de corne. Mais le loup, de coups de dents. Bientôt, une pâle lueur parut dans l'horizon. La voix d'un coq enroué monta d'une métairie. C'était le jour. Enfin le jour, dit la petite chèvre, qui n'attendait plus que ça pour mourir. Alors, elle s'allongea dans l'herbe, dans sa belle robe blanche toute tachée de sang, et le loup s'avança et il la mangea. Tu entends ? Le loup s'avança et il la mangea. Mon grand-père était non seulement un poète, mais un autodidacte extraordinaire. Je suis sûr qu'il aurait pu faire la pige à n'importe quel historien. Il commença par me parler d'Alphonse Daudet, de son enfance limoise, de l'homme de lettres qu'il était devenu. Fontaine de Vaucluse, pays de Pétrarque et l'or. C'est ici que la Sorgue prend sa source à l'aplomb d'un gigantesque rocher, une mystérieuse résurgence d'eau à la provenance encore méconnue et le point de départ de la rivière. Les eaux cristallines descendent dans la vallée pour donner naissance au partage des eaux à des bras de Sorgue. La Sorgue, devenue les Sorgues, serpente le pays traversant les petits villages pittoresques de Provence. C'est en ces lieux calmes et paisibles que Mistral, Daudet, Giono puisèrent l'inspiration des contes de Provence. À chaque veillée, je laissais aller mon imagination au travers de ces descriptions colorées dont je ne me lassais pas. Les Antiques de Saint-Rémy, témoins de l'occupation romaine avec le pont du Gard et le théâtre antique, font partie des vestiges architecturaux les plus renommés. C'est de ce côté du Rhône, au nord-est d'Arles, que se trouve le village des Baux de Provence, où se dressent les ruines d'une cité médiévale. En partie creusé dans le roc, le village se tient sur un éperon aride qui se détache des Alpilles, entouré par 2 ravins de 80 mètres tombant à pic dans la vallée remplie d'oliviers et de vignes. Au temps des forgerons et des centonniers, dans cette contrée, les moulins à vent tournaient fièrement. Le vent, disaient les villageois, était le souffle et la respiration du bon Dieu. Malheureusement, à l'arrivée des minoteries à vapeur, tous ces moulins cessèrent de tourner. Cependant, un seul continue à d'œuvrer alors que plus aucun meunier ne l'alimentait en froment. C'est cette histoire mystérieuse qui vint aux oreilles de Daudet et que j'entendis ce soir-là. Il a bien changé, mon village. Où sont les remparts
d'olivier qui mieux qu'un château de notre âge protégeait bien des secrets. Le Rhône n'a plus ses caprices qui redonnaient vie à nos prés. La grande autoroute de Nice a coupé bien des cyprès. Il est fini le temps d'avant, où l'on prenait le temps d'avoir le temps des centeniers, le temps des forgerons, le temps des farandoles sur le pont d'Avignon. Il a bien changé, mon village. Les moutons n'ont plus de berger. On a dû tourner une page, renverser le sablier. Le vent qui souffle des Alpilles ne fait plus tourner les moulins. C'est... Ah, tiens, Maître Corneille est mort. C'est vrai que tu l'as pas connu, toi, Maître Corneille. T'es trop jeune, hein? Parce que tu sais, dans le temps, autour de tous nos villages, ici, il y avait plein de moulins à vent. Il y en avait partout, des moulins à vent. Et puis un jour, sont arrivés sur la terre provençale des étrangers, des Français de Paris. Et alors, ils ont installé des moulins à vapeur. Alors évidemment, les paysans, ils ont préféré porter leur blé au moulin à vapeur, parce que le moulin à vent, il tournait quand il y avait du vent, c'est-à-dire pas tout le temps. Le moulin à vapeur, il marchait tout le temps. Alors bientôt, il est resté sur la terre provençale plus qu'un seul moulin qui marchait. C'était celui de Maître Corneille. Maître Corneille, c'était un vieux meunier qui vivait depuis 60 ans dans la farine et qui était enragé pour son métier. Alors, pendant 8 jours, on l'avait vu courir à droite et à gauche, criant très fort qu'on voulait empoisonner la Provence avec la farine des minotiers. N'allez pas là-bas, qui disait, n'allez pas là-bas. Ces brigands, pour faire le pain, se servent de la vapeur, qui est une invention du diable. Tandis que moi, je me sers de la tramontane et du mistral, qui sont la respiration du bon Dieu. Alors ils trouvaient comme ça une foule de belles paroles à la gloire des moulins à vent. Mais personne ne les écoutait. Alors de rage, le vieux s'enferma dans son moulin et vécut tout seul, comme une bête farouche. Il ne voulut pas même garder près de lui sa petite fille, Vivette, une enfant de 15 ans qui, depuis la mort de ses parents, n'avait plus que lui, plus que son grand-père au monde. Alors la pauvre petite fut obligée de gagner sa vie, de se louer à droite et à gauche dans les masses pour les vendanges, les moissons, les olivades. Et pourtant, son grand-père, il avait l'air de bien l'aimer, cet enfant. Et souvent, il lui arrivait de faire des kilomètres à pied par les chemins sous le grand soleil pour aller la voir au mas où elle travaillait. Et là, quand il était seul avec elle, il passait des heures entières à la regarder en pleurant. Dans le village, on trouvait que Maître Corneille, en renvoyant Vivette, avait agi par avarice. Et tu sais que ça lui faisait guère honneur, hein, à Corneille, de laisser sa petite fille traîner comme ça d'une ferme à l'autre, exposée à la brutalité des valets et à toutes les misères des jeunesses en condition. Dans le pays, on pensait que Corneille, en renvoyant Vivette, avait agi par avarice. Et c'est vrai que ça lui faisait guère honneur, hein, de laisser sa petite fille courir comme ça d'une ferme à l'autre, exposée à la brutalité des valets et à toutes les misères des jeunesses en condition. Et puis,
On trouvait très mal aussi qu'un homme du renom de Cornille, qui jusque-là s'était toujours respecté, s'en allait maintenant sur les chemins comme un vrai bohémien, les pieds nus, la taillole en lambeaux, le bonnet déchiré. Et le fait est que, quand on le voyait entrer le dimanche à la messe, eh bien, nous, on avait honte pour lui. Et Cornille, il le sentait, ça. Il le sentait tellement qu'il n'osait plus venir s'asseoir avec nous sur le banc. Toujours y rester au fond de l'église, avec les pauvres. Alors, dans la vie de Cornille, il y avait quelque chose qui était un peu bizarre. Parce que, depuis longtemps, plus personne dans le village lui portait de blé. Et pourtant, les ailes de son moulin tournaient toujours. Et quand on passait devant le moulin, on voyait la porte toujours fermée, le vieil âne qui broutait l'herbe de la plateforme et un grand chat maigre qui prenait le soleil sur le rebord de la fenêtre. Tout cela sentait le mystère et faisait beaucoup jaser le monde. Or, dans le village, chacun expliquait à sa façon le secret de Maître Cornille. Mais le bruit général, c'était qu'il y avait dans ce moulin encore plus de sacs d'argent que de sacs de farine. À la longue, pourtant, tout se découvrit. Et voici comment. Je m'étais aperçu que l'aîné de mes garçons, ton oncle, était tombé amoureux de la petite Vivette. Alors, moi, ça ne me gênait pas, hein, parce que, après tout, le nom de Cornille était en honneur chez nous. Hein. Mais, comme les deux amoureux avaient souvent occasion d'être ensemble, je préférais monter jusqu'au moulin pour en parler au grand-père, de peur qu'il arrive un accident. Ah, le vieux sorcier, mais il faut voir comme il me reçut. Impossible de lui faire ouvrir sa porte. Et j'ai dû lui raconter l'histoire, tant bien que mal, à travers le trou de la serrure. Et tout le temps que je parlais, il y avait ce coquin de chat maigre qui soufflait comme un diable au-dessus de ma tête. Ah, le vieux ne me laissa pas le temps de finir. Il me cria, fort malhonnêtement, de retourner à mes affaires, que si j'étais pressé de marier mon garçon, mais j'avais qu'à aller chercher à la minoterie, aller chercher des filles à la minoterie. Ben, tu sais que le sang me montait d'entendre ces mauvaises paroles. Mais j'eus la sagesse de me contenir. Et laissant ce vieux fou à sa meule, je retournai pour raconter aux enfants ma déconvenue. Ah, les pauvres agneaux. Ils ne pouvaient pas y croire. Ils ne pouvaient pas y croire. Alors ils me demandèrent, comme une grâce, de monter tous les deux ensemble jusqu'au moulin pour parler au grand-père. Moi, je n'ai pas le courage de refuser et voici les deux amoureux partis. Quand ils arrivaient là-haut, au moulin, Maître Cornille venait de partir. Mais en partant, il avait fermé la porte à double tour, bien sûr, comme d'habitude. Seulement, il avait oublié son échelle dehors. Alors l'idée vint aux enfants de passer par la fenêtre pour aller voir ce qu'il y avait dans ce fameux moulin. Eh bien, à leur grande surprise, la chambre de meule était vide. Pas un sac, pas un grain de blé. On ne sentait pas même cette bonne odeur chaude de froment écrasé qui embaume dans les moulins. L'arbre de couche était couvert de poussière et le grand chat maigre dormait dessus. Dans la salle du bas, même tristesse, même désolation, un pauvre lit, quelques guenilles, un morceau de pain sur une marche d'escalier. Et dans un coin, 3 ou 4 sacs crevés, d'où coulait de la terre et des gravats, de la terre blanche. Et oui, c'était ça le secret de Maître Cornille. C'était ce plâtre qu'il promenait la nuit par les chemins pour sauver l'honneur du moulin
et faire croire qu'on y faisait encore de la farine. Alors, les enfants vinrent me raconter ce qu'ils avaient vu. Moi, j'ai eu le cœur fendu d'entendre ce qu'ils venaient me dire. Alors, je courus chez les voisins. Je leur racontai la chose en 2 mots et nous convînmes qu'il fallait sur l'heure porter au moulin de Cornille tout ce qu'il y avait de blé dans nos maisons. Et sitôt dit, sitôt fait. Nous arrivons là-haut avec une procession d'ânes chargés de blé. Et de vrai blé, celui-là. Alors, quand on arrive là-haut, Maître Cornille était assis devant sa porte grande ouverte. Il était assis sur un sac de plâtre. Et la tête entre ses mains, il pleurait. Ah, pauvre de moi qui les ai aimés, c'est fini. Je suis déshonoré, le moulin est déshonoré, j'ai plus qu'à mourir. Alors, il pleurait à fendre l'âme. Il parlait à son moulin, comme on aurait parlé à une personne véritable. Et c'est à ce moment que nous, on arrive sur la plateforme. Ohé, Maître Cornille! Ohé, du moulin, qu'on crie, comme au beau temps des meuniers avant. Et déjà, le beau grain roux se répand par terre de tous les côtés. Maître Cornille avait pris un peu de grain dans le creux de sa vieille main et il disait oh, c'est du blé, oh, mais c'est du vieux blé, c'est du vrai blé. Oh, laissez que je le regarde. Et puis il se tourne vers nous et il nous dit oh, je le savais que vous me reviendriez parce que ces minotiers, c'est tous des voleurs. Nous, on avait les larmes aux yeux de voir ce pauvre vieux. On voulait le mener en triomphe jusqu'au village. Mais il nous dit ah non, hein, il faut d'abord que je donne à manger à mon moulin. Pensez, depuis le temps qu'il ne s'est plus rien mis sous la dent. On avait les larmes aux yeux. C'est une justice à nous rendre à partir de ce jour. Jamais nous ne laissâmes le vieux meunier manquer d'ouvrage. Et puis, tu vois, sur un journal, Maître Cornille est mort. Bien sûr, personne ne prendra la suite au moulin. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Tout a une fin ici-bas. Peut-être que le temps des moulins avant est passé, comme le temps des parlements. Tu n'as pas connu ça. Le temps des coches sur le Rhône. Tu n'as pas connu non plus. Ou le temps des jaquettes à grandes fleurs. Mon grand-père n'était pas très croyant. Oh non, mais il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Il jetait toujours un regard amusé sur la religion, mais cela ne l'empêchait pas d'échanger des galéjades avec le curé du village, devant un pastis bien frais. Il aimait taquiner le bon Saint-Père sur la moralité de ses paroissiens d'ailleurs. Est-ce que Daudet n'en faisait pas autant ? Tu sais où j'habitais, moi, quand j'avais ton âge? À Cucugnan. À Cucugnan. Et le curé de Cucugnan, c'était... Attends, je ne me rappelle plus son nom. Le père Martin. Oui, le père Martin, c'était le curé de Cucugnan. Il était bon comme le pain, là, franc comme l'or. Et il aimait paternellement ses Cucugnanais. Et pour lui, Cucugnan, ça aurait été le paradis sur terre si ces Cucugnanais lui avaient donné un peu plus de satisfaction. Mais hélas, hélas, les araignées filaient dans son confessionnal et le beau jour de Pâques, les hosties restaient au fond du Saint-Ciboire. Alors, le bon père Martin en avait le cœur meurtri et toujours, il priait Dieu de ne pas le laisser mourir sans avoir ramené au bercail son troupeau égaré. Or, tu vas voir que Dieu l'entendit. Un dimanche matin, le père Martin monta en chair. Et l'abbé Martin se trouva à la porte du paradis. Tiens, c'est vous, mon brave monsieur Martin. Quel bon vent, et qu'y a-t-il pour votre service? Mon bon Saint-Pierre, vous qui tenez le livre et la clé, je voudrais savoir, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de Cucugnanais en paradis.
Je n'ai rien à vous refuser, monsieur Martin. Nous allons voir la chose ensemble. Alors, Cucugnan, nous y sommes. Mais monsieur Martin, la page est toute blanche. Pas une âme, pas plus de cucugnané que d'arêtes dans une dinde. Comment? Personne ne cucugna en paradis? Mais regardez mieux, Saint-Père. Voyons, ce n'est pas possible. Personne, saint homme. Mais regardez vous-même si vous croyez que je plaisante. Oh. Mais ce n'est pas la peine de vous mettre le cœur à l'envers, car vous pourriez en avoir quelques mauvais coups de sang. Ce n'est pas de votre faute après tout. Vos cucugnanés, voyez-vous, doivent faire leur quarantaine en purgatoire. Ainsi, l'abbé Martin se dirigea vers le purgatoire. Que voulez-vous et que demandez-vous, mon père? Bel ange de Dieu, je veux savoir, je suis bien curieux peut-être, si vous avez ici les cucugnanés. Les cucugnanés, les gens de Cucugnan, que c'est moi qui suis leur prieur. Vous dites donc Cucugnan. Monsieur Martin, nous avons en purgatoire personne de Cucugnan. Jésus, Marie, Joseph, personne ne Cucugnan en purgatoire? Oh grand Dieu, est-ce possible? Mais où sont-ils donc? Et saint homme, ils sont en paradis? Où diantre voulez-vous qu'ils soient? Mais j'en viens du paradis. Vous en venez? Eh bien, ils n'y sont pas, ô bonne mère des anges. et que voulez-vous, monsieur le curé? S'ils sont ni en paradis ni en purgatoire, il n'y a pas de milieu. Ils sont... Sainte Croix, Jésus, fils de David, est-ce possible? Serait-ce un mensonge du grand Saint-Pierre? Pourtant, je n'ai pas entendu chanter le coq. Aïe, 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 aïe. Pauvre de nous, mais comment irai-je en paradis si mes cucugnanés n'y sont pas? Écoutez, mon père, puisque vous voulez coûte que coûte être sûr de tout ceci, et voir de vos yeux de quoi il retourne, prenez ce sentier. Filez en courant si vous savez courir. Vous trouverez à gauche un grand portail. Là, vous vous renseignerez sur tout. Dieu vous le donne. Et alors, n'entres-tu ou n'entres-tu pas? Oh que non, je n'entre pas. Je suis un ami de Dieu. Tu es un ami de Dieu? Et bougre de teigneux, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens à ne m'en parlez pas, que je ne puis plus tenir sur mes jambes. Je viens de loin, humblement, vous demander si par coup de hasard, vous n'auriez pas ici quelqu'un de Cucugnan. Ah, mais tu fais la bête, toi, comme si tu ne savais pas que tout Cucugnan est ici. Et regarde, les corbeaux, ce que nous en faisons de tes fameux Cucugnanais. Et le dimanche suivant, encore tout retourné par ce rêve extraordinaire, l'abbé Martin ne put faire autrement que de raconter à ses fidèles son passage au paradis, en purgatoire et en enfer. Et je vis dans un épouvantable tourbillon de flammes, le long coq Galine, vous l'avez tous connu, mes frères. Coq Galine, qui se grisait si souvent, et si souvent secouait les puces à sa pauvre clairon. Je vis Catharinée, cette petite gueuse, avec son nez en l'air, qui couchait toute seule à la grange, qu'elle disait. Enfin, passons, j'en ai trop dit. Je vis Pascal Doigt de Poix, qui faisait son nul avec les olives de monsieur Julien. Je vis Babé la glaneuse, qui en glanant
pour avoir plus vite noué sa gerbe, puisé ta poignée au gerbier. Je vis maître Grapaz, qui huilait si bien la roue de sa brouette, et Dauphine, qui vendait si cher l'eau de son puits, et le tortillard, qui, lorsqu'il me voyait, portant le bon Dieu, filait son chemin, la barrette sur la tête et la pipe au bec, et fier comme Artaban, comme s'il avait rencontré un chien. Et Coularo avec sa zette, et Jacques, et Pierre, et Tony. Vous sentez bien, mes frères, vous sentez bien que tout ceci ne va pas durer. J'ai charge d'âme. Et je veux vous sauver de l'abîme où vous êtes tous en train de rouler tête première. Aussi, dès demain, je me mets à l'ouvrage. Pas plus tard que demain. Et l'ouvrage ne manquera pas. Mais pour faire tout comme il faut faire tout avec ordre. Nous irons rang par rang, comme à Jonquière quand on danse. Demain lundi, je confesserai les vieux et les vieilles. Ce n'est rien. Mardi, les enfants. Oh, ça ira très vite. Mercredi, les garçons et les filles. Ça pourra être long. Jeudi, les hommes. Je couperai court. Vendredi, les femmes. Je dirai pas d'histoire. Samedi, le meunier. Un jour ne suffira pas à lui tout seul. Et si dimanche nous avons terminé, nous serons bien heureux. Voyez-vous, mes enfants, quand le blé est mûr, il faut le couper. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Voilà suffisamment de linge sale. Il suffit de le laver et de le bien laver. C'est la grâce que je vous souhaite à tous. Amen. Et le bon père Martin, heureux et plein d'allégresse, a rêvé que, suivi de tout son troupeau, en resplendissante procession, au milieu des cierges allumés, d'un nuage d'encens qui embaumait, et les enfants de chœur qui chantaient Te Deum, il gravissait le chemin éclairé de la cité de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus mon grand-père, ni l'odeur du tabac gris. Mais, avec mon épouse et mes 2 enfants, nous avons choisi ce dimanche pour nous rendre à Fontvieille au moulin de Daudet. Et, à notre grande surprise, nous rencontrons une multitude de touristes de toutes nationalités. Russes, Chinois, Japonais. Daudet avait acquis une notoriété mondiale. Nous suivons ce mouvement de foule jusqu'à l'entrée du moulin. Là, je suis resté figé, saisi d'émotion. L'espace d'un instant, j'étais redevenu un enfant. Quant au moulin même, s'il était bien plus petit que dans mon imagination, de le voir enfin a été un moment de bonheur indescriptible que je n'oublierai jamais. La première chose que j'ai reconnue, c'est le hibou, avec ses ailes grises de poussière. Nous voilà dans la chambre des meules du moulin, à la partie principale où on écrasait le blé. Voilà, alors bien sûr, le plus important pour ces petits moulins à vent de Provence, c'est les vents. Et vous pouvez reconnaître tous les vents. Les marraines de Méditerranée au sud-est, les vents froids d'hiver au nord-est, le vent touresco, la montagnère, la cisalpine, ça c'est des bises très froides. Hein. Les grands vents dans la vallée du Rhône, la tramontane et le mistral. Et puis les petits vents d'été, les zéphyrs. Voilà, le vent des dames. Le vent des dames, on le trouve que l'été, l'après-midi. Ça c'est le petit vent qui relevait les robes des dames. Hein. Voilà, alors il fallait surtout les utiliser, ces vents. Avec le gros bâton, ce levier, on l'appelle d'ailleurs le tourne-vent, le meunier attrapait les barrettes et, cran par cran, il faisait tourner tout le toit du moulin pour placer les ailes face au vent. Voilà, un moulin, c'est pour utiliser les vents. Mais c'est quand même 10 tonnes, hein. C'était
pas facile, hein. Il fallait beaucoup de graisse et 2 ou 3 hommes. Ça, c'était la première opération. Voilà, se mettre face au vent. En 2, le frein autour du rouet, un vieux frein, comme les charrettes. Et ça, c'était la sécurité. Le meunier serrait bien le frein, il grimpait aux ailes pour entoiler les pales. Et il fallait être prudent. Hein. On mettait pas trop de toile. Hein. Si ça allait très vite, le chapeau pouvait se soulever et puis on pouvait casser les ailes. Puis il y a la chanson. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ça, c'est quand le meunier était un peu surpris par le vent. Voilà, le toit tourné, les ailes tournées. Et tout ça, bien sûr, c'était pour faire tourner la meule. Les meules à blé sont toutes identiques. Hein. Elles tournent horizontales. Voilà, c'est surtout pas des roues. Hein. Les roues, c'est pour les olives, pour les noix, pour les pommes. Alors les moulins en haut, c'était plus facile. L'eau passait sous le moulin. Mais là, dans ces petits moulins, on montait le blé sur le dos. C'était 100 kilos de blé. Le blé était versé dans la trémie. Et puis il descendait par l'auger pour être écrasé entre les 2 roues. Et c'est là qu'on trouve le mouvement. Hein. Vous voyez, c'est un ressort, le béquet, on appelle ça le tic-tac du moulin. Tac, 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 tac. Pour faire descendre le blé. Et si ça allait très vite, le meunier s'apercevait, il fallait grimper aux ailes pour réduire la toile. Avec la petite courroie, on réglait le débit. Si le blé descendait trop fort, la meule écrasait plus correctement. Et puis il ne fallait pas oublier la petite clochette au bout d'une ficelle. Et quand il n'y avait plus de blé dans la trémie, la clochette sautait, et appelait le meunier pour monter un nouveau sac. Ça, c'est quand il était un peu en retard, ou alors il était avec la belle meunière. Hein. Ah, le gardien du moulin. Quel personnage folklorique et tellement sympathique. Une fois la visite terminée, nous partons en promenade sur un chemin bordé de chênes verts, pins, murettes de pierre. Nous suivons ce chemin tant de fois emprunté par Daudet. Nous passons devant le moulin Tissot et à la fois tout près du cabanon Coudière et du trou du renard qui ont inspiré Daudet dans La chèvre de Monsieur Seguin. Nous voici devant le château de Montauban, qui apparaît dans une clairière à la sortie d'un bosquet verdoyant. C'est dans cette demeure que Daudet venait se ressourcer. Pour se guérir de Paris et de ses fièvres, le personnel de la famille Ambrois, maître de Séan, était typiquement méridional. Géant le berger, dit Sifflet, Mystifio le garde, Audiberte la cuisinière. C'est de ces personnages et de leurs conversations pendant la veillée que Daudet a trouvé l'inspiration des lettres. Avant de partir, j'ai voulu jeter un ultime regard sur le moulin de mes 8 ans. Je savais que je n'y reviendrais plus car je voulais garder intact mon rêve d'enfant. Alors je me suis assis sur le muret à 2 pas du moulin et j'ai pensé à l'enfant perdu dans les étoiles, écoutant en langue provençale les histoires d'un pays. En ce temps, on avait le temps. On n'apprenait rien dans les livres. Mais on savait qu'après le chiffre revenait toujours le printemps. Le chemin, on le connaissait. L'ombre portait des grands platanes, pleins de sagesse paysanne. On le suivait sans se presser. Il y avait là mon grand-père qui sentait le tabac gris avec son regard de lumière. Et là, tout à côté de lui, un enfant perdu dans les étoiles, écoutant en langue provençale les choses de la vie, les choses d'un pays.
les histoires pour rire, les histoires pour vivre heureux comme eux. Le chemin, il a bien changé. On a coupé les grands platanes et sur les routes des campagnes, parfois je me sens étranger. Il n'y a plus mon grand-père, ni l'odeur du tabac gris. Et sur sa tombe buissonnière, je pense tout à côté de lui à l'enfant perdu dans les étoiles,